Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Choupex et je suis ravi de vous retrouver pour la critique analyse du chapitre 1095, un des meilleurs chapitres, si vous voulez mon avis, de One Piece. Alors c'est très personnel, mais n'hésitez pas d'ailleurs à me dire si vous le pensez vous aussi, mais bon Dieu, quelle claque ce chapitre, quel bonheur à lire ce chapitre et relire d'ailleurs, vous le savez, à chaque fois pour tourner les critiques, je relis toujours le chapitre une ou deux fois, et quel bonheur de le lire et relire. Et là j'ai presque envie de le relire parce qu'il y a trop de choses, il est rempli d'informations, rempli de détails, rempli d'amour ce chapitre. Voilà, je le dis vraiment, j'ai juste une envie là, c'est de dire merci Oda pour Egghead, quel arc de fou, mais quel arc de fou. Et il faut se dire qu'après Egghead, il y a peut-être Elbaf, peut-être. Mais surtout, il va y avoir les derniers arcs. Et quand je vois déjà comment Egghead, comment Oda a dit « Allez, c'est bon, dans 5 ans, je termine », et vu comment il accélère proprement, parce qu'il aurait pu accélérer et trop accélérer et se rater. Moi, c'est une peur que j'avais, c'est qu'Oda qui d'un coup nous dit « Non, mais moi, One Piece, mon œuvre, dans 5 ans, j'ai terminé. » D'accord, Oda, mais vu comment tu... Dressrosa a pu être long, Wano Kuni Onigashima a pu être long, sans dire que c'est mauvais, mais c'est des arcs longs, quoi. Même Totlang est... Oda, on le sait, c'est un mangaka qui prend son temps, il aime beaucoup mettre de détails, et d'ailleurs, la réalité, c'est que de plus en plus, il met moins de détails. À une époque, il nous aurait mis des détails, il nous mettait des détails sur les PNJ qui étaient au bar, à l'autre coin de la rue, tu vois. Mais là... L'accélération est bien faite, le rythme est bon, l'histoire avance, les protagonistes-antagonistes se développent, tout est bon. Franchement, tout est bon dans Egghead et c'est un réel bonheur de lire cet arc. En tout cas, c'est mon avis et pour moi, vraiment, ce chapitre 1095, il y aura un avant et un après, tellement il est important au niveau de l'histoire, du récit et de tout, quoi. Enfin, moi, c'est un chapitre vraiment où tout le long... j'ai ressenti la fin de One Piece, que ce soit parce que, enfin on découvre un doyen. Jamais de la vie je me serais dit si on n'était pas à la fin, je verrais ce que c'est un doyen, quoi. Tu vois, quelle est sa force, quelle est son histoire. Flashback de l'incident de God Valley qui arrive. Flashback de Kuma, et tout cela mis bout à bout fait que tout le long du chapitre j'ai senti cette fin de One Piece et c'était extraordinaire comme émotion. J'étais ému de ce que comptait le chapitre, mais j'étais ému aussi de ce que m'a fait vivre cette œuvre, c'est-à-dire que j'ai vraiment senti j'arrive à la fin de l'œuvre et c'était très émouvant et je l'ai ressenti à chaque lecture d'ailleurs du chapitre. Donc vraiment un très bon chapitre et je suis très heureux de vous retrouver pour en faire la critique. Les amis, on commence ce chapitre tout simplement, comme d'habitude page par page, on avance dans le chapitre et je vous donne mon avis réfléchi. Les amis, on commence le chapitre tout simplement en étant dans la continuité du 1094. On voit la place centrale d'Egghead avec encore ces éclairs d'Aki des Rois surpuissants depuis l'invocation de Saturne. On voit encore une fois l'ordre donné aux Marines. Non, aux Marines, parce que Marines c'est... Bon bref... J'ai fait un mix. Tout simplement que Saint-Saturne du Conseil des 5 doyens est arrivé. Si vous êtes en dessous de ce grade, il faut partir. Et pourquoi il vaut mieux partir? On l'a vu dans le 1094 avec le soldat qui avait regardé Saturne et fait une réflexion et qui s'était fait one shot. Donc ouais, vaut mieux partir. Et en réalité ça se tient parce que il vaut mieux que ce soit des gens un minimum de confiance qui sachent quelle est la forme, les pouvoirs d'une des 5 plus grandes une des 5 plus grandes entités de l'œuvre et du monde. C'est-à-dire que les gens ne connaissent pas Im. Les gens ne savent pas qu'Im-sama existe. Les gens savent qu'il y a ces pourritures de dragons célestes, on y reviendra pour le chapitre, pourriture. Il y a les pourritures de dragons célestes, et au-dessus d'eux, il y a les 5 doyens, le gouvernement mondial. Et donc, pour le commun des mortels dans One Piece, c'est normal qu'il y ait une injonction qui dise si vous n'êtes pas tel grade, si vous n'êtes pas dans notre force armée, si vous n'êtes pas une personne de confiance ayant atteint tel grade dans notre force armée, vous n'avez pas le droit de savoir quels sont les pouvoirs d'une des 5 plus puissantes personnes du monde. Moi, ça me semble totalement logique. Et ce qui est fou, c'est que pour le coup,
on la sent la puissance. Moi, il est impressionnant Saturne, il me fait peur. Alors attention, quand je dis il me fait peur, j'ai peur de Kizaru, j'ai peur d'Akainu, j'ai peur de Barbe Noire, ça n'est pas la question. La différence avec les 3 que je vous ai cités comme exemple, c'est que je les connais. Barbe Noire, je connais ses fruits. Je connais son équipage. Akainu, je connais son fruit. Je connais son caractère. Kizaru, je connais son intelligence. Je connais son caractère. Saturne, je ne connais rien. Je ne sais pas s'il a un fruit. Il semblerait que ça soit un Zoan. Qui sait? En réalité, on n'en sait rien. Il a sur son physique, il ressemble à un Zoan éveillé. Mais qui sait? Qui sait? Peut-être pas. Il a une force de régénération qui a l'air complètement folle, c'est-à-dire qu'il se fait poignarder, mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Non mais attendez, vous croyez vraiment que si je voulais pas me faire poignarder, je me serais laissé faire? Ben non, j'ai fait exprès de me faire poignarder, hop, j'enlève le sabre, et je me soigne. » Donc il a une régénération de fou, il a un acquis des rois de fou, il a peut-être un fruit ou peut-être pas, j'y reviendrai un peu plus tard, mais... fou, il est gigantesque, il est démoniaque, il a des cornes, des doigts avec des griffes de fou, avec cette sorte de corps un peu comme une araignée, mais il n'a pas 8 pattes, donc c'est pas un corps d'arachnide, mais avec il est bizarre, il est impressionnant et il me fait peur. Il me fait peur. Et il me fait peur pas que physiquement, il me fait peur dans ses actions. Il est impressionnant quand on voit les coups de pression qu'il met juste avec son regard aux soldats et aux gens de la marine, mais aussi aux autres. Bonnie, un coup de regard, se prend un coup dans la tête. On ne sait pas ce que c'est. Moi, l'impression que j'ai, c'est tout simplement que c'est le fait de dégager du Haki des Rois de façon maîtrisée et offensivement. Mais encore plus violent que, par exemple, souvenez-vous, alors attention, ça va faire appel à vos souvenirs, mais Riley dans la salle des esclaves, on se souvient, il active le Haki des Rois, on va un peu comme une room, c'est-à-dire que hop, dans une zone, le Haki des Rois se répand, et si on n'est pas assez fort, on s'évanouit. Là, ça serait différent, c'est-à-dire qu'il activerait son Haki des Rois, mais de manière à attaquer la personne, mais vraiment offensivement, c'est-à-dire pas je veux te faire t'évanouir, ce qui est, on va dire d'une certaine manière, vous allez me dire mais Choupex, faire s'évanouir les gens c'est un peu offensif, vu que du coup ça arrête le combat avec ces gens-là et puis ils sont hors combat. Oui, mais c'est encore plus violent là, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est plus violent dans la manière d'attaquer quoi, c'est-à-dire que tu as vraiment cette impression, c'est je te jette un coup de regard, un coup de pression, un peu comme vous savez tous ces coups de pression qu'on a eu avec les regards, avec les monstres marins, Shanks, etc. Bon bref, ça c'est pareil les souvenirs, mais là ça te tape, et 2 secondes après que Bonnie se fasse taper, Sanji, une des ailes du futur roi des pirates, et il faut respecter Sanji. Moi je critique énormément Sanji pour son caractère qui m'énerve, mais je respecte l'homme qu'il est et sa bienveillance, sa force, etc. Il se fait mettre à terre en un coup de regard. Il bouge pas, Saturne. Il ne bouge pas. Et c'est impressionnant. Et dans le même instant, tu vois sa régénération. Et ça me fait peur. Ça me fait super peur. Alors, ça me permet aussi de dire des choses. C'est, il faut, pour là, on va parler de puissance en tant que shonen. La puissance de Saturne, il faut la relativiser quand même. Parce que s'il y a un équilibre dans le monde, entre la marine, les amiraux et les empereurs. Si Saturne est aussi fort que ça avec Kim, finalement quand je me suis réfléchi, je me suis dit comment on gagne? Comment on fait? Parce que moi je veux bien Luffy, Nika, tout ça, peut-être qu'il y aura un futur power-up, pourquoi pas? Mais faut pas aller trop loin dans le what the fuck. Moi un truc qui m'a... Alors attention, j'ai Dragon Ball, j'ai grandi avec, j'ai un profond respect, les gens qui me suivent depuis un moment vous le savez. Moi j'avoue, j'ai un peu du mal avec dernièrement Dragon Ball Super où t'as 150 000 transformations de partout. J'aimerais bien que maintenant que Luffy a éveillé son Zoan, stop, on n'aille pas trop loin. Moi c'est un truc dans les shonen, quand ça va trop loin dans les transformations. Après, il y en a, ils vont me dire, à contrario, moi j'adore, vas-y, bourre-moi de transformations, de power-up, moi je kiffe. Moi non. Moi, j'aime que ce soit cohérent. Et là où on en est, quand je vois où en est Luffy, c'est-à-dire qu'il a éveillé son Zoan, un Zoan d'une divinité, et qu'il est éveillé, maintenant, je veux le voir le maîtriser,
attention, devenir encore plus endurant, avoir moins de contre-coups, parce que c'est ce qu'on voit ensuite, c'est ce qu'on voit tout simplement ensuite, c'est qu'on voit que Saturne dit à ses soldats d'attendre, d'arrêter de prendre finalement des décisions par eux-mêmes et de le laisser faire. On voit qu'il va dire à Kizaru, il va lui mettre une critique en lui disant « Kizaru, t'as jamais été aussi nul ». T'as jamais été aussi nul, Kizaru. Donc, moi d'ailleurs, alors il dit un truc du genre tu n'as jamais été aussi lent à exécuter un tel ordre, ce qui voudrait dire que Saturne a déjà donné un ordre à Kizaru d'éliminer quelqu'un. Qu'il a déjà eu une mission d'assassinat au compte de Saturne, ce qui est assez finalement stylé finalement. On voit qu'il dit que Kizaru d'ailleurs le dit, il dit voilà, alors il n'est pas KO parce que le mot KO c'est vraiment t'es pépette, hein, tu peux plus rien faire. Par contre, il est KO technique. Moi, alors, c'est-à-dire il est dans une conscience, il peut parler, il réalise ce qui arrive, et par contre, son corps, il l'a pris. Alors, c'est là où je suis heureux, c'est que c'est ce que je disais, c'est que Kizaru n'a pas l'air d'avoir une endurance assez forte pour supporter cette attaque. Pourquoi je dis ça? Parce que dans la critique du 1094, souvenez-vous, je vous disais, ce qui va être intéressant, c'est de savoir One Piece n'est pas un shonen classique, c'est-à-dire qu'il y a l'endurance, les forces, les fruits, il y a plein de choses qui rentrent en compte, et l'attaque qu'a fait Luffy, par exemple Kaido, il en a tanké un nombre fou. Et là, on se rend compte que, eh ben non, Kizaru est très rapide et finalement, c'est assez logique. Souvent, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais souvent les personnages très rapides ont très peu d'endurance. Donc finalement, qu'il soit KO technique en mode, là, il faut que je récup, je peux plus bouger parce que je me suis pris une giga patate Saint-Saturne, je vous dis pas. D'ailleurs, ce qui est très cool, c'est de voir que Saturne dit à Kizaru, ouais, bon, en fait, figure-toi que je sais qui c'est que t'as affronté. Alors il le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'il veut dire. Il dit, voilà, je peux comprendre cette déception de te voir rater cet ordre d'assassinat de Vegapunk et de te voir à terre en chaos technique, parce que je sais qui t'a affronté. Et la preuve, c'est que directement ensuite, il veut assassiner Luffy. Il veut assassiner Nika, qu'il connaît. Il connaît Nika, je vous le dis. Saturne connaît Nika, mais on y reviendra un peu après. Il connaît Nika, c'est une évidence, et il change complètement de cible. La mission de Kizaru, dont il parle dans cette page, il faut le prendre en compte. C'est qu'il lui dit, l'ordre que je t'ai donné, c'est pas tuer Luffy. Ce qu'essaye de faire Saturne juste après. Non, 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 non. C'est tuer Vegapunk. Et là, Saturne, il pourrait du coup attaquer Vegapunk. Il pourrait éliminer Vegapunk. Bonnie est KO technique. Elle s'est pris un coup dans la tête. Sanji est à terre. Il s'est pris... Enfin, il se relève tout juste. Il s'est pris un coup dans la tête. Donc il pourrait s'attaquer à Vegapunk. Mais non, il décide, la priorité c'est Nika. C'est éliminer Luffy. Et c'est ouf, c'est ouf. Et heureusement, mon Dieu, heureusement que Franky est là, parce que alors autant Kizaru est dans un chaos technique à cause du c'était quoi, c'était White Star Gun je crois, mais Luffy est dans un état, il faut en parler. Luffy est dans un état physique absolument exécrable. Il est dans un état très inquiétant. Je vous rappelle quelque chose. Peut-être vous n'y avez pas pensé et peut-être vous n'allez pas faire de lien. Mais moi, j'ai en tête quelque chose, et ce depuis très longtemps. Luffy a perdu de l'espérance de vie à Impel Down, à Marineford. Luffy, avec l'activation du Gear Second, à l'époque, on savait que ça usait son endurance de vie. Le Gear 5, la manière à laquelle l'éveil de ce fruit, de ce pouvoir divin, comment dire, laisse Luffy dans un état, mais dans un état piteux, mais c'est piteux. C'est-à-dire que là, Luffy ne peut plus bouger par lui-même. On ne sait même pas s'il a encore conscience de ce qu'il se passe. Et c'est peut-être son subconscient, mais on y reviendra plus tard, qui réagira à ce qui se passe. Mais il est dans un état pitoyable. Et j'ai très peur pour Luffy, parce qu'avec toute cette espérance de vie qu'il a perdue, tous ces moments où il a utilisé sa vie pour
battre, pour se battre et pour lutter pour les autres et pour lui-même, j'ai peur de sa santé. Mais réellement. Et la santé, c'est quelque chose d'important dans One Piece, les amis. Pourquoi je vous en parle? Le roi des pirates, Goldie Roger, il est mort car malade. Le capitaine de Brook, il est mort car malade. Son équipage est mort car malade. La santé, c'est important. La famille, le peuple de l'eau est mort car malade. Alors oui, on va me dire, peut-être Chopper va réussir à soigner Luffy s'il tombe malade. Mais le problème, c'est que c'est même pas une maladie qu'il a, Luffy, là. Il est en train de brûler son espérance de vie. C'est comme si Big Mom, à chaque fois que ça s'est passé, ces moments-là avec Ivankov à Marineford, à Impel machin, c'est comme si Big Mom lui prenait un peu de son âme, hop, 10 ans d'âme. C'est le même concept. Donc je suis hyper inquiet pour la santé et l'espérance de vie de Luffy. C'est quelque chose, moi, dans la fin de l'œuvre, qui m'est fait super peur. J'en parle maintenant parce que vraiment l'état dans lequel il est, post ce combat avec Kizaru, et qui est plutôt un échange de coups vite fait, parce qu'en réalité, Kizaru est KO technique parce qu'il s'est pris un giga coup après avoir été très intelligent sur la manière de combattre le Luffy, le Zoan éveillé. C'est très intelligent comment ils se sont battus, et c'est très bête comment Luffy finalement s'est battu, parce que lui, alors il a réussi ce qu'il voulait, c'était un peu, c'était contenir Kizaru, il a réussi, mais quand même il a mis en danger énormément de personnes, il faut en parler. Mais, et lui-même d'ailleurs pour ça. Donc ça vraiment, ça m'a interpellé. Derrière, heureusement du coup que Franky, alors en le tapant avec un strong right, mais le sauve, parce que bah, Luffy, il allait se faire planter, hein, faut le dire, il allait se faire planter. Hein. Et alors, c'est assez cool parce que du coup, il y a des réflexions de Saturne qui sont cool. C'est quand il dit intéressant, vous êtes donc le genre de pirate qui se serre les coudes. Et c'est ça qui est cool. Oui, Saturne. Oui. Dans les menaces, les plus grandes menaces du monde, peut-être pour toi, peut-être pour les merdes que vous êtes, Luffy en fait partie, mais je suis persuadé que tu dis ça parce que tu sais que Barbe Noire en est une, et Barbe Noire, c'est pas le cas. Et je suis persuadé que c'est comme ça qu'il faut le prendre. C'est, t'es ce genre de pirate, comme Roger, comme Barbe Blanche, pas comme Shebeck, pas comme Barbe Noire. Moi, je pose ça là. Mais l'écho, il est évident à mes yeux. Ce qui est sympa aussi, c'est derrière Franky qui s'extase en disant « Oh, alors même le plus gros calibre du monde ». Mais ils en ont contre notre capitaine, c'est bon à savoir. Ça me semble assez logique, Franky. Hein, ton capitaine est un peu un empereur des mers. Il est un peu ce qui crée l'équilibre dans l'univers de One Piece. Donc ça me semble assez logique finalement que les grosses têtes de ce monde soient un peu en mode si on peut s'en débarrasser, mettre quelqu'un à la place d'un peu plus stable, vu que Luffy est quelqu'un de complètement instable comme pirate. C'est-à-dire que autant Barbe Blanche, il avait des territoires, ça se passait bien. Shanks avait ses territoires, ça se passait bien. Big Mom, son territoire, ça se passait bien. C'est-à-dire qu'il faut bien se rendre compte que c'est finalement Luffy, Ace, c'est cette famille de dégénérés que sont les Gold, les Goldie. Goldie Ace, oui, bon, Portgast ou Gold, vous m'avez compris, ou les Monkey D, qui ont foutu le bordel dans le monde, hein. C'est-à-dire qu'eux, ils étaient tranquilles, hein, Saturne et tout, il y avait un équilibre, ils étaient tranquilles. Bon, d'un coup, Ace, il se fait capturer, c'est la merde, Impel Down, Enies Lobby pour Robin, ce sont des... Luffy ne crée pas l'équilibre. Luffy, il crée la liberté. C'est Nika, voilà, ça fait écho à Nika. Nika, il danse, il s'amuse, il fait tout doum. Il s'en fout. Nika, c'est bon, moi, il n'y a pas d'équilibre. Moi, ça, je trouve que c'est pas normal. Bam, j'agis, quoi. Et donc ça m'a un peu fait rire parce que, bon, bah, ça me semble assez évident, quoi, Franky, que ces gens-là veulent la tête de ton capitaine, quoi. Mais en même temps, c'est une réflexion qui est sacrément cool. Et puis ensuite, ce qui est cool, c'est tout simplement que Saturne le dit, il dit, ben voilà, Bonnie, Luffy, là vous êtes dans une situation, je vous le dis, vous êtes bloqué par notre flotte, voilà, moi j'attends de voir ce que le destin vous réserve, parce que là, pour moi, il n'y a aucun moyen que vous partez, c'est-à-dire que je suis là, Kizaru récup, Kizaru est en train de récup, moi je suis là, il y a une flotte autour de l'île, les pacifistas, ils sont pour moi parce qu'il faut pas l'oublier, hein, c'est qu'on les voit pas dans le chapitre, mais les pacifistas,
Voilà. Et Vegapunk, franchement, ça me fait mal parce que ta trahison est un coup dur. Et en fait, ça... Moi, vous le savez, j'aime pas Vegapunk, mais ça... Ouais, j'ai pas d'émotion pour Vegapunk, quoi. Voilà, donc même si je trouve ça très clean que Saturne lui dit bah voilà, merci pour tout ce que t'as accompli pour notre armée finalement, parce qu'il dit pour la marine au cours de ta vie, machin. Et c'est ça qui m'énerve chez Vegapunk, c'est que il a fait tellement de choses qui ont renforcé l'armée de telle pourriture. Je sais pas si on se rend compte. C'est ça que je lui pardonne pas, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait une alternative où peut-être il se développait moins, mais il pouvait être avec Dragon, il pouvait être avec les révolutionnaires, il pouvait aider les révolutionnaires. Et non, pour la science. Alors oui, vous allez me dire oui, mais regarde, du coup, malgré le fait qu'il a inventé ça, le robot antique, il a fait des recherches sur le siècle oublié. C'est vrai, mais moi j'ai du mal avec Vegapunk. J'ai du mal. Bon, alors moi je l'aime bien après, c'est que du coup il dit alors maintenant lequel d'entre vous va mourir en premier. Bon, c'est pas comme si d'instinct avant que Franky sauve Luffy, sa décision était catégorique et claire. Il faut tuer Nika en premier, hein. Nika qui connaît, hein, on y reviendra plus tard. Et d'ailleurs il dit quelque chose d'intéressant, Saturne, c'est qu'il dit je veux que tu meurs en te maudissant d'avoir osé franchir les frontières du gouvernement mondial. Ça veut dire tout simplement, c'est ce que je vous disais, je veux que tu sois triste d'avoir pris la décision, toi d'avoir pris la décision de faire les recherches que tu as fait sur ce qui est interdit. Je veux que tu regrettes. Et ça c'est horrible, horrible, horrible. Avoir des regrets dans la vie c'est une saloperie sans nom. Et il faut absolument ne pas en avoir. Il faut dans la vie, et ça c'est un message que je vous donne, mais vraiment c'est pas grave de réussir ou d'échouer. L'important c'est d'essayer. Le plus important c'est pas avoir de regrets. Si vous voulez faire quelque chose, si vous voulez essayer quelque chose, essayez. C'est pas grave d'échouer, ça vous apportera de l'expérience, ça vous donnera de l'endurance, mais n'ayez pas de regrets. Là ce qu'il essaye de faire Saturne, c'est de faire que Vegapunk ait des regrets en mourant. C'est horrible, mais c'est sadique de fou. Derrière, ce qui est intéressant aussi, il faut en parler, et enfin on y arrive, parce qu'on avance doucement hein, quand même hein, dans cette critique, mais je vous l'avais dit qu'elle serait longue cette critique. C'est la nature humaine qui est en cause. Pourquoi faut-il toujours être tenté par ce qui est explicitement interdit? C'est la nature humaine. C'est la nature humaine. Je me répète, c'est la nature humaine. Est-ce que par là, il faut comprendre que tu n'es pas un humain? Et là vient donc une théorie, si vous voulez appeler ça comme ça, mais mon idée de ce qui est en train de se passer. Déjà, alors oui, on va le dire quand même vite fait, Bonnie est en train de se faire broyer dans les mains de Saturne qui sont gigantesques. Si tu pouvais ne pas la tuer, ça serait cool, c'est quand même, comment dire, un de mes personnages préférés, merci. Saturne, Nika. Saturne connaît Nika, il le connaît personnellement, il le reconnaît, comme tous les autres doyens. Ils savent qui il est. Et vient là donc mon idée, et on est au moment peut-être le plus important, pardon je tapais dans le micro, le plus important pour moi dans cette critique. Souvenez-vous, nous revenons en arrière, vos souvenirs fonctionnent, flashback de Norlan et Katgara. Nous sommes à Skypiea. Oh, l'arc que plein de gens skippent parce qu'ils sont complètement cons. Et dans ce flashback, Norlan découvre que pour sauver un village, donc pour une bonne action, un peuple avec des croyances divines, pour 4 dieux, vont demander une bonne action en échange d'un sacrifice à ces 4 dieux. Nous sommes donc sur un sacrifice pour une bonne action. Ce qui me laisse penser, quand je vois Nika, le dieu soleil, qui est un de ces 4 dieux, ce qui me laisse penser que ce sont de bonnes divinités. Sauf que dans la divinité, il y a souvent l'inverse. Le diable, les démons, les djinns, vous appelez ça comme vous voulez. Mais souvent, quand il y a des dieux, un paradis, un endroit divin, un endroit de vie pour eux, il y a un enfer. Et un endroit de vie pour le diable, les démons. Dans l'univers de One Piece, nous connaissons les fruits du démon. On ne connaît pas leur origine, on ne sait pas d'où ils viennent, on n'en sait rien.
Saturne, ce qui m'intrigue, c'est que d'habitude, quand on nous introduit un personnage comme ça, Oda nous indique ce qu'il est. Nous indique son fruit. Et ça semble plutôt logique après tout. Nous le voyons physiquement. La première réflexion qu'on se fait tous, c'est regarder, il a la même écharpe de fumée, j'ai plus le nom, mais que Luffy c'est un Swan éveillé, que Lucci c'est un Swan éveillé. Regardez, il ressemble. Oui, mais ce qui est étrange, c'est que on nous le dit pas. Oda nous garde encore le secret. Et est-ce que Oda nous garderait pas le secret finalement, parce que c'est un démon. Et c'est ce qui expliquerait pourquoi. Mais tout simplement, son apparition se fait à travers un sceau qui peut ressembler à un sceau satanique, un sceau magique, un sceau démoniaque, ce que vous voulez, vous le prenez comme vous voulez, mais que son invocation, son apparition est différente. Que ses pouvoirs sont plus poussés. Que son allure est différente. Ce qui expliquerait pourquoi cette personne en tant que démon connaîtrait si bien divinité. Nika. Parce que pour qu'il en parle comme ça, pour qu'il reconnaisse à ce point, dans le 94, chapitre d'avant, c'est bien qu'il l'a connu. Sauf qu'on sait que le fruit du démon de Luffy n'a pas été éveillé et depuis un long moment. Alors ma question est la suivante. La question que je me pose. La théorie que je me dis et dans laquelle je crois. Dans le flashback de Norland et de Katgara, le dieu du soleil, le dieu de la pluie, le dieu de la forêt et j'oublie le troisième, le dieu de la mer ou du vent, enfin je sais plus. Ces 4 dieux, à mon avis, sont 4 divinités qui ont coexisté pendant la genèse de l'univers de One Piece. Pour que Nika existe, si un dieu du soleil existe, si Nika existait, rien, pour moi, il n'y a aucune logique à ce que 3 autres dieux aient été mentionnés. Ça a une logique s'ils ont existé. Alors peut-être que Nika est le plus important et celui qui a le plus marqué l'univers de One Piece, les peuples de One Piece. On va le voir en parlant des boucaniers plus tard. Mais quand même, pour qu'un peuple aussi antique que celui de Katgara prit 4 dieux en faisant un sacrifice à ces 4 dieux, donc il faut bien prendre en compte que ce sacrifice était fait pour Nika dans ces 4 dieux. Nika n'est pas un mauvais dieu. Qu'est-ce qui empêche, dans cet univers, dans ce fait d'avoir des divinités, qu'il y ait un diable? Un diable qui aurait renversé les dieux. Qui serait donc Im. Qui aurait renversé les dieux et qui, avec ses 5 plus proches démons, contrôlerait le monde. Alors oui, hein, c'est farfelu à mort, hein, ce que je raconte. Hein. Mais... moi je trouve ça stylé, voilà, je trouve ça stylé. Et on pourrait imaginer, je dis ça comme ça, 3 autres petits Zoan divins quelque part. Dragon peut-être. Non mais là on va trop loin. Non mais voilà, donc mon idée c'est ça les amis. C'est-à-dire que j'ai repensé, vraiment. C'est-à-dire que je n'explique pas qu'est-ce qu'est Saturne. Je n'explique pas cette différence d'apparition. Je n'explique pas ce qu'il est. Et j'essaye de comprendre. Alors j'ai peut-être tout faux. Et c'est pas grave. J'ai pas de regret, parce que je kiffe. Et qu'émettre cette hypothèse, m'imaginer ça, je me dis, mais si c'est vrai, mais quelle folie en fait. Mais quelle folie. Parce que si vraiment... Petit café, attendez. Si vraiment, c'est ça, et on imaginez qu'il y ait vraiment... Non mais imaginez, un truc de fou, que en plus, non mais attendez, le truc c'est qu'on est dans un manga, on est dans un shonen, sur une planète. C'est vrai qu'on est sur la planète qui est... voilà, on est sur la planète One Piece. Mais on sait qu'il y a des gens qui sont venus de la Lune. On sait qu'il y a des espèces qui ont été éradiquées, qui avaient des ailes, qui venaient d'ailleurs, machin. Qu'il y a des gens qui sont allés sur la Lune. Il y a trop de trucs. Qu'est-ce qui empêche qu'il y ait eu des dieux, ou peut-être même pas des dieux, enfin dieux qui étaient un peu... Tiens, on va faire un aparté en ce moment, je fais un let's play sur Assassin's Creed et il y a des divinités dans Assassin's Creed, c'est les Isu. Les Isu en fait c'est juste un peuple extraterrestre qui a vécu là avant de nous créer et de faire de nous des esclaves. Bref, le lore d'Assassin's Creed est assez poussé. Mais vraiment, si on imagine que Nika à la base vient d'ailleurs et qu'il est arrivé d'ailleurs sur cette terre et qu'il avait une technologie de base, l'ancien royaume, donc une technologie de base folle, et que c'est pour ça qu'on les prenait pour des dieux.
et que en fait les démons Saturne, Im soient en fait des gens qui se sont retournés contre eux et que, enfin je sais pas, je sais pas, ça me fait trop poser de questions, mais là on est dans la pure, c'est même pas de la théorie, je vous dis pas ça va être ça, la théorie c'est ça qui m'énerve. Moi ce qui m'énerve c'est quand les mecs ils vous font des théories, oui ça va être ça. Non, moi je ne vous dis pas que ça va être ça, je vous dis c'est mon idée, c'est ce que j'aimerais qu'il se passe. Moi ce que j'aimerais qu'il se passe c'est que, bordel, depuis Norlan Kangara, on sait qu'il y a 4 dieux, 4 bons dieux en tout cas, dieux avec guillemets ou pas guillemets on s'en fout, qui sont 4 Zoan mythologiques antiques extrêmement puissants, dont un est celui de Luffy Nika, un possiblement à Dragon, j'en sais rien, un possiblement à quelqu'un d'autre, etc. Et que Im et ses 5 doyens soient 6 personnes venant du siècle oublié, de cette époque-là, ayant lutté contre les dieux, étant des démons à part entière, qu'on nous apprenne, parce que Oda l'a dit qu'il va nous apprendre avec la fin de One Piece d'où viennent les fruits du démon, leur histoire, etc. Donc ils nous disent qu'est-ce qui se passe. Enfin, j'ai trop hâte, et ce chapitre, mais voilà, ce chapitre... Enfin voilà, bref, reprenons la critique, j'en ai assez parlé, mais vraiment d'avoir pas... Moi quand j'ai pensé à Norlan Kangara, que j'ai repensé à ce sacrifice pour 4 dieux, dont le dieu du soleil qui est Nika, qui est un bon dieu, donc on peut partir qu'il faut un sacrifice à 4 bons dieux, c'est un sacrifice pour faire une bonne action et pas une mauvaise, etc. Machin. Quand j'ai pensé à Saturne, son apparition, sa force, son chara design, Im, tout ça, le fait comment il parle d'eux, le fait que pareil, Im, elle parle de Lily, sauf que Lily c'est l'ancêtre de Vivi, mais il y a il y a des siècles et des siècles. Pour moi c'est 100%, mais je vous le dis 100%. Et le flashback après qu'on va voir, où on verra Saturne à l'incident de God Valley, où il a la même tronche exactement, il a pas pris une ride, il a pas vieilli, 100%. Il y a eu opération de jouvence sur eux, sur les 6, mais j'en suis persuadé. Enfin bref, on continue et on arrive au flashback de Kuma, au moment où tout simplement Bonnie dit à Saturne que c'est lui qui a tué son père. Et là on entre dans l'émotion, car tout simplement Saturne va nous apprendre l'histoire de Kuma. On rentre dans son flashback et on apprend sa race. Et qu'est-ce qu'on apprend surtout d'intéressant, c'est que maintenant on sait exactement quelles sont, alors c'est un petit détail, mais quelles sont les 3 races qui manquent à Big Mom. Big Mom nous disait qu'il lui manquait 3 races dans sa famille. Et bien c'est tout simplement les boucaniers, les géants et les lunariens. De rien, merci, au revoir. Ça n'a pas un réel très grand intérêt, mais finalement on peut y faire écho. Ce qui est très cool, c'est du coup de découvrir une autre race, une race antique qui a une importance au niveau de la légende de Nika, parce qu'on y reviendra plus tard. Mais truc de fou quoi. Et là, d'ailleurs, d'ailleurs, on va le dire comme ça, mais c'est marrant, mais qu'est-ce que dit Saturne? Kuma, né esclave, qui descend d'un peuple qui ont commis de gros péchés contre le monde, hein. Ah ouais, Ah, les boucaniers, ils ont commis un gros péché contre le monde, hein. Et les boucaniers, ils croyaient en Nika. Ouais, Nika, Toudoum Doum qui dansait, le sourire, Joy Boy, siècle oublié, peuple disparu, ouais, ok. Ouais, Poneglyph où il s'excuse pour les hommes passants. Ouais, ok, non, mais tranquille. Non, mais la réalité, c'est quoi? C'est que le peuple des boucaniers est un des peuples qui s'est rangé aux côtés de Nika, de Joy Boy à l'époque, comme les hommes poissons. Les excuses sont tout simplement pour dire, ben voilà, je suis désolé, moi je suis persuadé que c'est ça. C'est que les excuses de Joy Boy pour les hommes poissons, c'est Nika qui dit excusez-moi. Joy Boy, c'est juste un autre nom de Nika, j'en suis persuadé. Mais vraiment, voilà, donc. Il y a trop, tous les liens se font et c'est trop cool quoi, c'est de se rendre compte que pour moi en tout cas c'est là pareil, c'est moi qui, c'est mon idée, mais mon idée c'est quoi, c'est que Joy Boy et Nika à l'époque du siècle oublié, il y a eu une guerre, les boucaniers ont été avec eux, les hommes poissons, il y avait une promesse de les aider et de plus les oppresser et de les faire vivre avec eux, ça n'a pas été possible, donc possiblement même ils étaient avec eux et ils sont allés au fond de la mer avec l'Arche Noire à l'époque, et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés sous l'eau, et Joy Boy s'est excusé avec ce poneglyph en disant je suis désolé, vous êtes là par ma faute parce qu'on a perdu cette guerre. Les boucaniers voilà, le grave péché c'est d'avoir mené cette guerre avec Joy Boy qu'ils ont perdu contre Im, et
Saturne, etc. C'est mon idée. On est encore dans le farfelu. Peut-être que vous entendez la critique et vous vous dites, mais Choupex, c'est un grand malade. Le mec, il imagine des trucs où il y a 4 dieux avec 3 autres dieux que Nika contre le diable Im. Peut-être que vous allez me trouver pour un malade. Mais moi, c'est les idées que je me fais et j'adorerais que ça soit le cas. Je trouverais ça incroyable. Et surtout, un autre truc, avant qu'on rentre dans le flashback de Kuma, il y a quand même le fait que Franky, Sanji, Vegapunk ne peuvent même plus bouger tellement l'aura de Saturne est fort. Enfin bref, donc voilà mon idée sur tout simplement, vous le savez, le siècle oublié, ce qui s'est passé, Nika, le peuple malheureusement des boucaniers qui s'est battu à ses côtés, les hommes poissons qui se sont battus aussi à ses côtés, mais qui ont été exilés au fond des mers pour être sauvés avec l'Arche Noah. En attendant, il s'est excusé, le temps de revenir les aider à revivre à l'air libre, ce qui me semblerait totalement logique. N'hésitez pas dans les commentaires, tellement je dis de choses, à me donner votre avis. Vraiment, ça m'intéresse parce que là, je donne tellement d'idées que j'ai en tête. Non, vraiment, j'avais hâte de faire cette critique analyse parce que je vous dis, c'est un chapitre, il y a trop de trucs à dire. On est à la moitié du chapitre, là, il y a trop de trucs à dire. C'est génial, il est trop bien ce chapitre. Un des meilleurs chapitres. Bon, derrière... Bonnie, quand j'étais petit, je voulais être un héros. Quelqu'un qui pourrait sauver les gens de la souffrance et leur accorder la liberté. Comme le légendaire guerrier de la libération Nika. Eh ben oui, Nika. Exact, je l'ai toujours admiré. Oui, messieurs, dames. C'est logique. Wuzu nous l'avait dit déjà à Onigashima. Il nous avait dit, en parlant à Jinbei, Nika, le guerrier libérateur, le guerrier de la légende. Ça n'a rien de surprenant que si Kuma a été esclave, il connaît cette légende. Mais là, on va même plus loin. C'est-à-dire que le peuple des boucaniers, c'est que Kuma, dans la case qu'on a, il connaît la danse, le chant des tambours de Nika. Et Bonnie petite a connu le don-don-don de Nika. Qu'est-ce que c'est que cette position? C'est tout simplement la position. Regardez comment est Kuma, comme ça. C'est la position de Kuma, la position de Luffy devant le soleil avant de se taper lors de son éveil contre Kaido. Hein, je dis ça, je dis rien. Bon bref, on le savait vu qu'on sait que Luffy c'est Nika. Mais bref, donc ce peuple sait déjà comment Nika se comporte, tu vois. Bon, là on se dit, là j'ai eu peur, voilà, j'ai eu peur, j'ai cru que ça en était fini pour Bonnie. Bonnie qui du coup par extension est une boucanière, c'est intéressant de le dire, hein, par extension c'est une demi-boucanière parce qu'elle est beaucoup moins grande que Kuma, donc possiblement elle est à moitié, enfin bref, ou possiblement sans son fruit, sans son fruit qui lui permet d'être petite, machin, bidule, enfin de changer de taille, d'âge, machin. S'il faut, c'est une grosse géante comme Kuma, en mode, ouais, je suis Bonnie. mais bon, bref. Alors, et là, qu'est-ce que c'est beau. Mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que j'ai kiffé quand mon personnage, un de mes personnages féminins préférés, aka Bonnie, espère de tout son cœur que comme son père y croyait, que Nika va peut-être le libérer. Et qui entend la voix de son père qui lui dit bien sûr, mais oh là 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 là, mais qu'est-ce que j'ai aimé qu'elle se souvienne de cela, oh là 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 là, j'ai juste hâte, qu'est-ce que j'espère que dans le prochain chapitre, Nika, peut-être même pas Luffy, parce que vu son état, il est comme Kizaru, il est en chaos technique, mais que Nika se réveille, Nika sente que Nika par lui-même au fond de Luffy s'éveille et sente que Saturne est là, sente que le peuple est opprimé, qu'une innocente petite fille qui croit en lui va peut-être se faire exécuter. Oh là là, non mais c'est... Oh, ce chapitre 1094 exceptionnel. Putain, si on n'avait pas cette pause. Et là, il y a 47 ans, royaume de Sorbet, South Blue. Nous assistons donc à la naissance de Kuma, qui tout simplement est une naissance qui va vouloir être cachée. Pourquoi? Parce que c'est un enfant boucanier, comme Bonnie, Kuma. Alors c'est pour ça que ça qui est intéressant, c'est que Bonnie est une demi-boucanière, boucanier, sauf que comme son père, Kuma n'est pas un boucanier à 100%. Kuma est l'enfant d'un boucanier et d'une humaine. Classique, on va dire ça comme ça. Donc
Donc déjà de base, Kuma était à moitié boucanier et derrière Kuma a eu son enfant Bonnie, sûrement avec une humaine peut-être. Et donc le sang des boucaniers c'est encore un peu dilué, ok. C'est de la génétique, tout le monde s'en fout peut-être. Mais donc peut-être pour ça aussi qu'elle n'a pas cette apparence aussi grande que Kuma ou que son grand-père qu'on voit dans le flashback, le papa de Kuma. On voit l'horreur que c'est tout simplement quand le docteur qui voulait protéger l'enfant de ce pauvre monsieur et de cette pauvre dame en espérant que, vu la race de cet enfant, il ne soit pas traqué et trouvé par le gouvernement mondial. Il s'aperçoit que, eh ben non, je suis désolé, il est dans un état pas possible. Le gouvernement mondial a des yeux partout, des oreilles partout. Ben voilà, tout simplement, j'ai pas réussi, voilà, à protéger votre enfant. Il est dans un état catastrophé. Ben, c'est normal parce que, ben voilà, la famille de Kuma et Kuma sont arrêtés par le gouvernement mondial et faits esclaves. Commence bien leur vie. Et d'ailleurs, les mots du papa de Kuma qui dit « Ma femme est une humaine normale, s'il vous plaît, laissez-la partir avec mon fils. » Ton fils, c'était sûr qu'il partirait pas, mon pote, toi non plus. Et puis, vu l'état d'âme de ces salopards, il n'y avait aucun monde où tu t'en allais. Derrière, on voit tout simplement l'enfance de Kuma qui se fait battre, qui doit porter des charges extrêmement lourdes, qui est dans un état pas possible. On le voit menacé parce qu'il pleure. On comprend mieux pourquoi Koala ne pleurait pas. Je dis ça, je dis rien. On se rappelle que Koala, dans le flashback des hommes poissons, l'arc des hommes poissons, elle ne pleurait pas. Ça m'émeut parce que c'est une horreur, quoi. Là, c'est une horreur ce qu'on voit vraiment. Là, c'est. Moi, je me rappelle de Koala, vraiment, elle pouvait plus pleurer. Et quand tu vois le traitement Kaikuma, tu comprends que Koala a eu ça. C'est des enfants qui sont opprimés, qui sont violés, qui sont violentés, qui sont. Tu peux pleurer parce que tu peux mourir parce que tu pleures. Tu peux mourir parce que tu pleures. J'en ai marre. Il me dégoûte les dragons célestes. Vraiment, ça me dégoûte. On va voir donc un peu de discussion, etc. Où ils disent oui, il est gentil. On se doute bien que quand l'autre dit mon maître est gentil, on se doute bien de la gentillesse. Il faut un bout de pain pour le repas tous les 2 jours. Putain. Et puis là, Kuma apprend que sa mère est décédée, qu'elle est partie au ciel. Les mots de son père sont horribles. J'ai les larmes aux yeux de repasser sur ce moment parce que c'est horrible, parce que son père pleure de tristesse tout en étant tellement heureux pour sa femme c'est-à-dire que elle est libérée de ce fardeau qu'est l'horreur de cette vie d'esclave avec ces salopards de dragons célestes. Et donc, il est heureux qu'elle soit partie au ciel et il est en même temps absolument effondré parce qu'il a perdu sa femme. C'est super dur, quoi. Et la réaction de Kuma qui pleure, mais quelle horreur. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il est fort, Oda, pour nous faire des cases comme ça où les gens pleurent. Les émotions qu'il arrive à transmettre, Oda, c'est une folie. Et les mots de son père qui lui dit qu'il est fort, qu'il va être courageux, qu'il va le supporter avec son papa, qu'il ne s'inquiète pas parce que le guerrier de la libération Nika va venir le sauver, que le dieu du soleil va venir le sauver, et il lui apprend d'ailleurs que ça fait partie du folklore de sa race, les boucaniers, c'est-à-dire que les boucaniers, donc selon mon idée, se sont battus avec Nika et que les survivants ont dû se transmettre, et ça a dû la légende un peu changer un petit peu, mais qu'il y a un guerrier qui se bat pour les bonnes choses, qui se bat pour libérer et les peuples pour le bonheur, pour le rire, pour le sourire, et pas pour l'oppression et tout ce que représente finalement une dragon céleste. C'est Nika, et il dit à Akuma, voilà, crois en lui, tu verras, il t'emmènera en mer, il te libérera sous le soleil, il sourit toujours, et c'est son père qui lui montre la danse de Nika pour la première fois à Akuma, que montre Akuma à Bonnie, où il lui dit, ben voilà, il chante au son des tambours, ce que pensait, souvenez-vous, quand on pense à
Merde, les Minx, l'éléphant qui reconnaissait le son des tambours du chœur de Nika. Et bien là c'est pareil, c'est donon tonton, donon tonton, donon tonton. Et il se fait tuer parce qu'il fait ça. C'est horrible. C'est horrible parce qu'on se dit bordel, Kuma apprend l'existence de Nika, son père lui montre de l'amour, lui donne de l'espoir. Et non, cette saloperie Dragon Céleste, juste parce que il donnait de l'espoir à son fils. Mais il le savait pas, le Dragon Céleste. Il a juste entendu un peu trop fort dire don ton ton, exécuté. C'est lourd, c'est-à-dire que, et en plus, là je veux pousser un coup de gueule, c'est-à-dire que les gens qui me cassent les couilles, mais vous êtes des merdes. Les gens qui sont là dans One Piece à dire ouais, il n'y a pas de mort dans One Piece. Non, c'est vraiment un manga pour enfants, One Piece. Quand dans One Piece, il y a des sujets comme le racisme, la drogue, les addictions, l'esclavagisme, la surdominance, toutes ces merdes, mais tant de sujets, mais matures qui sont traités. Et quand les morts sont... C'est pas des morts pour faire des morts. Ok, je le répéterai jamais assez. Et je le dis parce que je suis en colère, parce que ce chapitre m'émeut juste en vous faisant la critique. Mais vous nous pétez les couilles. Les gens qui disent ouais, il n'y a pas de mort dans One Piece, c'est de la merde. Allez vous faire foutre. Je le dis, mais pour tous les fans de One Piece, allez vous faire foutre. Vous méritez même pas de lire cette œuvre tellement vous êtes cons. C'est-à-dire nous, on a un mangaka qui est tellement plus intelligent et il a tellement fait une belle œuvre qu'il n'a pas besoin de mettre des morts partout pour que ça soit impactant. Non, il met des morts quand ça a un sens, quand ça a une force, quand ça a une logique, quand... Ça me saoule, vraiment, moi, vous me saoulez, les bandeurs de puissance, les bandeurs de mort, les haineux, vous me pétez les couilles, voilà, je pousse un coup de gueule parce que ce chapitre est trop émouvant, j'en ai marre, voilà, vous me saoulez, je comprends pas les gens, quand t'as une œuvre comme One Piece qui n'apprécie pas à sa juste valeur ce qu'est One Piece, qui est un truc magnifique, qui parle de sujets tellement importants de société. Aujourd'hui, on est une espèce de merde, l'être humain. Regardez ce qui se passe en Palestine, regardez ce qui se passe en Israël, ce qui se passe en Ukraine, en Russie. On se fait la guerre, on se tue entre nous alors qu'on est les mêmes merdes, avec 2 jambes, 2 bras, 2 yeux, juste parce que t'as des fous furieux d'un côté, des fous furieux de l'autre. Alors t'as des innocents qui meurent à droite, à gauche, et puis dans des pays, t'en as, ils sont dans des camps de travail, et on n'en parle pas, merci les Chinois, Bon bref, j'en dirai pas plus, mais on est de la merde, les humains, on est vraiment des merdes, et on a un manga qui parle de plein d'horreurs, de cette putain d'être humain qu'on est, le racisme, les drogues, les addictions, la maltraitance d'enfants, et vous êtes là à nous casser les couilles pour des échelles de puissance, et à nous casser les couilles parce que y a pas assez de morts. Allez vous faire foutre, vraiment, allez vous faire foutre. Petit coup de gueule. Et là on arrive à la fin de cette critique, à la fin de ce chapitre, avec tout simplement, les amis, God Valley, l'incident de God Valley, les amis. Mais est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on a devant les yeux? Il y a 38 ans, quelque part à West Blue. Et là, qu'est-ce qu'on va apprendre? On va apprendre tout simplement que ces saloperies dragons célestes, tous les 3 ans, exterminent une race, exterminent un peuple, exterminent la vie. J'ai pas les mots. C'est un truc de fou, Tous les 3 ans, ils exterminent des races. J'ai pas les mots, quoi. Et là, cette année, ils exterminent une race parce qu'un pays qui n'est pas affilié à eux s'appelle la Vallée des Dieux et que c'est blasphématoire. Donc, on va s'en emparer, on va tous les exterminer, on va s'en emparer parce que, en plus, il y a des ressources naturelles en abondance là-bas. Bon. Voilà. Voilà, donc ils font de la chasse à l'humain. Le roi, il dit que c'est son pays, il essaye de dire que c'est de la folie. Le père de Shanks le foudroie. Voilà. Ils sont tellement en mode que le fait d'avoir foudroyé le roi, le mec, Sengarling, il part avec 10 000 points de retard, sauf qu'il en a rien à foutre.
Il a un groupe de fangirls de Dragon Céleste derrière qui sont avec des cœurs en train de le regarder en mode wouhou. Non, c'est de la folie. C'est de la folie. Je sais pas si on se rend compte. Ces salopards vont sur des îles parce que les îles les embêtent pour quelle raison qu'il soit. Mais aucune raison n'est valable. Aucune raison n'est valable. Ils vont sur une île et ils exterminent les peuples. Tous les 3 ans, ça les amuse, une petite chasse à l'homme. Hop, on descend, on se fait la moustache, on se fait bien la coupe de cheveux là, hop, qui ressemble à rien, ta banane dégueulasse, garling de merde là. Et puis on extermine les gens. Oh bah c'est rigolo. Et puis là, vu qu'on a envie de se faire marrer, on va mettre des esclaves qui ont été casse-couilles ces dernières années. Oh bah allons-y. Allons-y. Les esclaves qui ont envie de merde, bon bah on va les mettre dans notre jeu chasse à l'homme, allons-y. Le truc c'est Hunger Games le truc. Non mais j'ai pas les mots, gros. J'ai pas les mots. La folie de ces merdes. C'est un truc de fou, la folie de ces trous du cul, quoi. C'est un délire ce qu'on voit dans ce flashback. C'est un délire. Parce que déjà que juste avant l'esclavage de Kuma et de sa famille, tu te rends compte de l'horreur que c'est. Mais là, tu te rends compte de à quel point c'est des merdes. C'est des merdes. Et ils sont encore là, gros. Et ils sont là depuis 800 ans, gros. Depuis le siècle oublié. J'ai pété dans le micro tellement j'en ai marre. Mais ils sont là depuis le siècle oublié, ces fous furieux, gros. Je suis désolé, j'ai tapé dans le micro, mais j'ai trop d'émotions. C'est en moi, là, c'est... Ah putain, ça me tend. Ça me tend. Alors quand même, pour parler de cette page où on voit Sengarling, on va parler du Chara Design. Il est quand même sacrément stylé, ce connard. Bon, la tête, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il ressemble sacrément à Shanks. Je suis heureux quand même de me dire que Shanks ne fait pas partie de ces fous furieux. Oda, si t'as fait que Shanks est un mastermind, comme les gens... Parce que des gens croient que Shanks est un mastermind et un méchant. Pourquoi pas? Je ne juge pas. Mais si vraiment c'est le cas et que Shanks est une pourriture comme son père... Oh, comment ça peut choquer le monde. Je pense que personne ne serait prêt, quand tu vois les horreurs qu'a fait le père de Shanks, à ce que d'un coup on apprenne que Shanks finalement... Ah non, mais Shanks il est empereur, oui, mais des fois il vient tous les 3 ans faire un... Oui. Tous les 3 ans, de temps en temps, il vient faire la petite extermination annuelle, oui. Oh non, c'est un bon petit Shanks. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on comprend un peu mieux pourquoi Shanks a des privilèges, quoi. C'est-à-dire que... Sengarling Figureland, qui est un chevalier divin, qui se permet de partir 10 000 points derrière les autres, tellement il est pété dans des jeux d'extermination, je peux comprendre que, bon, faut se rendre compte que quand même, sûrement que Shanks a des privilèges parce que son père a fait ce genre de dinguerie. Enfin, je sais pas si on réalise. C'est-à-dire que je pense que Shanks a vraiment des privilèges parce que, bon, du coup, il a du sang des dragons célestes et d'un chevalier divin, mais parce que son père a fait ce genre de dinguerie. Je sais pas si on réalise. Et il faut le dire, nous sommes donc à l'incident de God Valley, comme je vous disais. Vous vous souvenez de ce que disait Barbe Blanche à Shanks? Il disait, ça remonte aussi, hein, mais c'est une critique analyse où je parle beaucoup de choses où il va falloir que les fans, vous, qui m'écoutez, vous allez chercher dans vos souvenirs. Mais il lui disait un truc du genre, punaise, quand je vois ta sale tronche, ça me rappelle ce salopard qui m'a fait une cicatrice. Tiens donc. Oh, tiens donc. Bah ça confirme juste que bah oui, il y a eu l'incident de God Valley, les chevaliers divins se sont tapés contre Xebec, qui se sont tapés contre Roger, Garp, il y a eu tout ce bordel sur God Valley à ce moment-là, et que bah oui, il y a eu confrontation, Sengarling et Barbe Blanche. C'est évident maintenant, et c'est un truc de fou, Sengarling Figureland s'est battu avec Barbe Blanche de cette époque de l'incident de God Valley. J'ai pas les mots, c'est une folie, Saturne du coup apprendra donc qu'ils ont retrouvé Kuma, le pauvre Kuma qui s'était échappé. Saturne, comme je vous disais du coup, qui a la même tronche, ça fait référence à ce que je vous parlais à un moment dans la critique en vous parlant du Ho'oponoponomi et du fait que ça soit un démon. Et là, la dernière page, folie encore. Qu'est-ce qu'on apprend? Que en fait, c'est les autres esclaves qui ont attrapé Kuma, parce que sinon, il mettait en danger tout le monde avec une punition collective.
qu'il a été égoïste et qu'il allait tuer tout le monde s'il avait réussi à s'échapper. Donc tu as de l'empathie pour les autres esclaves parce qu'ils ont fait ça. Tu as de l'empathie pour Kuma parce que tu te dis putain mais s'il avait pu s'échapper. Et en même temps tu as de l'empathie pour les autres esclaves parce que ils attrapent Kuma pour se sauver la vie. Donc déjà c'est horrible. Et là, on apprend quoi? Ivankov, à l'époque de l'incident de God Valley, était là, était une esclave. Il a rencontré Kuma en étant esclave. À ce moment-là, tu comprends pourquoi Ivankov était autant mal à Marineford contre les pacifistas qui l'attaquaient. À ce moment-là, tu comprends pourquoi Ivankov a autant d'affection pour Kuma. À ce moment-là, tu comprends pourquoi Ivankov ose et se permet de dire que Kuma est quand même un vieil ami. Et à ce moment-là, tu te rends compte que Ivankov a connu God Valley et a connu des folies. Maintenant, pensez 2 secondes à l'armée révolutionnaire. Dragon, on ne sait toujours pas ses origines. On ne sait toujours pas les origines de Monkey D. Garp. On ne sait toujours est-ce que c'est une grande famille. Pourquoi Monkey D. On ne sait toujours pas qui est la mère de Dragon. On ne sait toujours pas qui est la mère de Luffy. On ne sait pas qui sont les mères chez les Monkey D. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Mais l'armée révolutionnaire a une base d'informations sur l'atrocité qu'est ce gouvernement, sur les atrocités qu'ils ont commis, sur l'incident de God Valley, sur les fruits du démon avec leur encyclopédie. L'armée révolutionnaire compte dans ses rangs une base d'informations exceptionnelle. Et on comprend mieux pourquoi ils se battent maintenant ensemble contre ces salopards. Derrière Dragon, avec Dragon, pour Ivankov, pour tous ces esclaves qui ont subi la folie de ces salopards et tous ces peuples exterminés par la folie de ces salopards. On découvrira donc Ivankov, qui avait déjà une grosse tête avec ses cheveux complètement bouclés, mais qui a déjà le sourire, l'espoir, et c'est ce qui me fait penser, c'est rigolo, mais Ivankov comme ça, on a tellement parlé de Nika dans le chapitre, j'ai eu un peu cet effet-là. Un peu comme si Ivankov, avec son grand sourire, sa grande tête, arrivait devant Kuma et était le Nika de Kuma pour 5 secondes pour lui rappeler ne perds pas espoir. N'oublie pas que il faut garder le sourire, que il faut vivre, qu'il faut vivre, qu'elle veut vivre, qu'il veut vivre, et que c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il va apporter l'espoir à Kuma, et je trouve ça fou. Et derrière. Quelle folie de se dire que Ivankov est une personne qui a plus que sauvé Luffy, qui est Nika. Que Kuma, qui a plus que aidé et sauvé Luffy, est Nika. Que ces 2 esclaves, ces 2 enfants qui ont subi la folie de ces salopards, ont aidé Nika. Ont aidé le héros de la libération. Et c'est fou. C'est dingue d'y penser. C'est dingue de se dire ça. Et là, par contre, on découvre aussi quelqu'un, c'est Ginny, petite sœur d'Ivankov, et qui est tout simplement, c'est mon idée, la maman de Bonnie. Je m'explique pourquoi je pense que c'est ça, tout simplement parce qu'on la voit en train de bouffer un gros... D'ailleurs, je ne sais même pas comment, en tant qu'esclave, elle a réussi à trouver un aussi gros bout de viande, mais tout simplement, Kuma, un jeune homme, rencontre Ginny, une jeune femme, qui est une gloutonne de ce qu'on voit. En tout cas, elle nous apparaît comme une meuf qui bouffe. Pour moi, elle n'est pas mise là pour rien. Pour moi, c'est la maman de Bonnie. Et par contre, ce qui est triste, c'est que Ginny, on est dans un flashback, on la connaît pas. Le pourcentage de chances qu'elle soit morte est quand même très élevé. Mais bon. On verra ça lors du chapitre 1095. Les amis, c'est la fin de cette critique analyse qui aura duré 1 heure. Mais j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. J'espère que j'aurai été assez clair dans mes idées, dans comment j'ai vécu ce chapitre. Moi, je vous le dis, c'est un de mes chapitres préférés de tous les temps de One Piece. Énormément d'émotions, même pour la critique. Je pensais qu'après avoir lu 3-4 fois le chapitre, là, ça irait. Mais à chaque fois que je vois l'horreur des Dragons 16, je vous jure, ça me prend aux tripes, mais d'une force. Surtout avec le contexte actuel où des pauvres... êtres humains innocents subissent la folie de gros idiots d'un côté comme de l'autre partout dans le monde. Vraiment, ça me
Bref, One Piece est une œuvre magnifique, je suis tellement heureux qu'elle soit dans ma vie et j'espère que vous c'est pareil. J'ai hâte de vous retrouver pour le 1095, pour la réaction live et pour la critique. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce que j'ai pu dire et mettre comme idée sur ce que vous avez pensé du chapitre, etc. Je vous embrasse très fort, beaucoup d'amour surtout en ce moment avec l'attentat qui touche notre pays, les guerres qui touchent d'autres pays, les pauvres innocents qui meurent partout dans le monde, les guerres en Ukraine, avec la Russie... Israël, la Palestine, tout ça, on est dans un moment dur de notre humanité. On est vraiment des merdes, les humains, voilà. Donc beaucoup d'amour, les amis. Abonnez-vous en cliquant ici. La dernière vidéo est juste là. Et puis prenez soin de vous, les amis. Des gros bisous et à très vite pour le chapitre 1095. 1096 même. Allez, salut tout le monde, ciao ciao.